Il y a un peu plus de 20 ans, ma compagne et moi, on avait un rêve. Une vieille maison à la campagne, avec des fruitiers, un puits, des oiseaux dans les arbres, une cheminée et une belle vue sur la campagne. Et puis le rêve est devenu réalité. On a acheté une vieille ferme en Bourgogne. Il y avait des fruitiers, des oiseaux dans les arbres, un puits, une cheminée, une belle vue sur la campagne. On a fait notre potager, on retournait les pierres, et sous les pierres, il y avait des crapauds. En journée, on écoutait le chant des oiseaux, et le soir, c'était concert des grillons. Et puis, les crapauds ont disparu, les insectes se sont escamotés, on n'a plus entendu les oiseaux, fini les mésanges, adieu les chardonnerets. En journée, c'était silence, et le soir, c'était aussi silence. Cette douloureuse disparition du vivant autour de moi, je ne suis pas le seul à l'avoir vécu, bien évidemment. Il y a même des mots pour ça. Solastalgie, éco-anxiété. Mon remède à moi, en tant que journaliste scientifique, ça a été d'écrire un livre, Cataclysme, une histoire environnementale de l'humanité. Je suis remonté jusqu'aux origines et j'ai essayé de documenter les rapports entre l'humanité et son milieu. Et rétrospectivement, je pense que c'était une manière de mettre des mots sur ce que je vivais. De leur côté, des scientifiques ont posé un concept, anthropocène, l'ère de l'humanité. C'est un mot savant pour dire que nous vivons désormais sur une planète qui va se réchauffant, dans un monde où la biodiversité s'érode, dans un monde où le vivant cède progressivement la place à nos matériaux inertes. Le béton, le plastique, le goudron. Et je pense que c'est le plus angoissant des sauts dans l'inconnu que l'on puisse concevoir, à savoir une terre impactée en profondeur par nos activités, au point de remettre en question jusqu'au fondement même de notre existence. Mais le dire ne suffit pas, car nous sommes en train de le vivre. Nous allons devoir vivre en anthropocène, et cela implique d'apprivoiser ce monstre anthropocène si nous voulons lui survivre. Et c'est là un programme politique. Alors bien sûr, me direz-vous, le politique aujourd'hui, c'est l'impuissance. L'impuissance face au dérèglement climatique. L'impuissance face à l'effondrement du vivant. L'impuissance face à l'extension du domaine des pollutions. Et pourtant, il est possible d'aller au-delà. Mais d'abord, pourquoi restons-nous inertes ? D'abord parce qu'il y a peu de gens qui se saisissent réellement de l'ampleur du problème. Ceux qui essayent de s'investir dans ce domaine sont trop peu nombreux et ils font face à deux polarités opposées. Je vais prendre l'image d'une rivière. Imaginez l'anthropocène comme un flot de mauvaises nouvelles, un torrent absolument instoppable. Vous pouvez essayer de rester au milieu du torrent, de nager dans ce chaos, tout en vous stabilisant, en imaginant que vous pouvez trouver quelque chose à quoi vous raccrocher, un potager en permaculture, un groupe de parole. Mais vous êtes tenté de rejoindre une des rives, et il y a deux rives, enfin en tout cas j'en vois deux. Il y a la rive des technophiles, ceux qui agitent la main en disant « mais la technologie va nous sauver », et il y a « l'humanité s'en est toujours sortie, elle s'en sortira encore ». Et puis il y a la rive des mystiques, ceux qui pensent que la spiritualité nous permettra de traverser le pire. Pour ma part, j'ai plutôt envie de revenir aux sources du torrent, d'opérer un retour sur l'histoire et d'écouter d'où pourrait venir cet anthropocène. Il y a deux grandes hypothèses. La première dit l'anthropocène remonte à la révolution industrielle, notamment en Angleterre, où des ingénieurs perfectionnent des moteurs à combustion basés sur le charbon. Des capitalistes investissent. Ils ramènent ces moteurs puissants dans des filatures.
les ateliers se transforment en usines, les artisans deviennent des prolétaires. Tout cela dégage des profits. Une petite partie des profits ruissellera sur les prolétaires qui formeront une classe moyenne. La plus grande partie des profits ira dans les poches des élites. Ce pourquoi certains veulent parler de capitalocène, puisqu'il a fallu, pour que cette histoire se construise, qu'il y ait des capitaux qui circulent, des capitaux basés sur l'extraction du charbon, mais aussi sur les trafics d'esclaves, sur l'expropriation des communautés paysannes. Mais fondamentalement, ce que cela nous dit de notre monde d'aujourd'hui, ce terme de capitalocène, c'est que l'anthropocène est une histoire d'inégalité. Parce qu'encore aujourd'hui, les plus riches émettent beaucoup plus de gaz à effet de serre que les plus pauvres. Il y a une autre version de cette histoire, on peut la faire remonter à l'après-Seconde Guerre mondiale. C'est certes le moment où les premières bombes atomiques laissent une trace sur la planète sous forme de radiation, perceptible partout sur la planète, mais c'est aussi le moment où s'impose une révolution verte à travers le plan Marshall, l'argent que les Américains remettent à l'Europe. Cette révolution verte consiste en fait à faire main basse sur le vivant de la part de grandes firmes qui vont produire des grains sélectionnés, hybrides, donc stériles, modifiés par exemple pour avoir plus de gluten dans le blé, et nécessitant de grands investissements pour être déployés, ainsi qu'une forte mécanisation. Cela implique des monocultures. Les monocultures sont plus fragiles aux maladies? Qu'importe, on balance dessus la chimie héritée des 2 guerres mondiales, des pesticides, des herbicides, des fongicides, des meurtriers. Et tout ça détruit la fertilité du sol en tuant les vers et les micro-organismes. Qu'importe, on a une solution, le procédé Haber-Bosch, développé pour fabriquer des explosifs. On utilise du gaz naturel pour extraire l'azote de l'air et faire des nitrates. Tous ces procédés génèrent énormément de pollution, non seulement du dioxyde de carbone, de l'ammoniac, du méthane, et ce sont donc des pollutions qui affectent le climat, comme le sol, l'eau ou les océans. Et c'est pour ça que le vivant recule. Il recule d'autant plus vite que ces procédés-là, cette histoire-là, se reproduit en urbanisme, se reproduit également en industrie. Les paysans désertent la campagne, les villes deviennent tentaculaires, la voiture se substitue au transport en commun, et quant au bétail, il se retrouve parqué et abattu dans des conditions concentrationnaires. On peut alors parler de Thanatocène, l'ère de la mort, pour signifier que l'humanité est en guerre contre le vivant, à l'insu de notre plein gré, évidemment. La nature s'effondre donc, certes parce que nous sommes plus nombreux, mais ne nous trompons pas de combat. La nature s'effondre surtout parce que nous la fractionnons avec nos infrastructures, parce que nous artificialisons la terre, parce que nous la polluons avec notre chimie, et surtout notre développement obsessionnellement articulé sur la croissance de l'idole PIB, produit intérieur brut. Nous pouvons vivre autrement, à 10 milliards sur Terre, sans dépasser les limites planétaires, avec de l'agroécologie, avec un urbanisme repensé à l'échelle humaine et de la solidarité internationale. Notre situation résulte de choix antérieurs qui ont été imposés aux sociétés. Je vais prendre l'exemple du magnat de l'automobile Henry Ford, qui a racheté les compagnies de bus et les a laissées péricliter afin d'imposer sa solution à lui, qui étaient des voitures construites en atelier, sur des chaînes de montage, tout en expliquant aux salariés qu'il accroissait leur productivité et donc leur salaire, alors que c'est dans la poche d'Henry Ford et dans celle de ses actionnaires que terminaient les profits. D'autres philanthropes avec les mêmes arguments ont imposé la révolution verte, par exemple à l'Inde. Aujourd'hui, les paysans indiens se suicident parce qu'ils n'ont plus les moyens d'acheter les semences stériles, les engrais et les pesticides qui vont avec, alors que leurs parents nourrissaient l'Asie avec leur savoir-faire, leur riz, leur méthode de désherbage et leur technique de fertilisation à base de collecte des effluents.
Si je raconte cela, ce n'est pas pour me lamenter sur le passé, car nous vivons mieux aujourd'hui que nous ne l'avons jamais fait de toute l'histoire de l'humanité. Je veux dire par là que nous vivons plus vieux, en meilleure santé, avec un accès à beaucoup plus de biens et d'informations que ce que nous pouvions imaginer il y a même 30 ans. Mais le Covid-19 nous lance un avertissement. À trop exiger de la nature, à la solliciter au-delà du raisonnable pour soutenir une économie toujours plus gourmande en ressources, nous risquons fort d'en payer un prix extrême. D'ores et déjà, les sécheresses, les méga-feux, les inondations, les cyclones, les pollutions de l'air et de l'eau impactent fortement des populations de plus en plus vulnérables et menacent l'équilibre économique mondial. Un jour, l'économie hoquettera, étouffera. Et nous nous retrouverons alors dans un tourbillon de décisions politiques absurdes. Nous avons d'ores et déjà oublié ce qui fait la valeur d'une vie humaine. L'Europe nous parle de démocratie et criminalise ceux qui tentent de porter secours aux migrants. Notre gouvernement exalte l'écologie et démantèle pourtant le peu de structures et de règlements qui permettraient de protéger la biodiversité. Et tout ceci relève du politique. Je voudrais citer Max Weber, sociologue qui, au début du XXe siècle, écrivait « Chacun trouve aujourd'hui, en naissant, l'économie capitaliste établie comme un immense cosmos, un habitacle dans lequel il doit vivre et ne peut rien changer, du moins en tant qu'individu. » Ce que nous disait déjà Max Weber, c'est que pour faire changer les choses, il faut agir collectivement et donc au niveau politique. Cela ne disqualifie pas ceux qui se préparent dans leur vie aux difficultés, ceux qui créent des archipels de résistance, car leur expérience sera utile pour mobiliser, créer des précédents, pousser à l'action. Mais cela ne suffira pas à atteindre l'objectif primordial qui est faire en sorte qu'à l'horizon 2050, quand il y aura 10 milliards d'humains sur Terre, le plus possible de ces humains puissent vivre une vie digne. Et cela dans le respect des limites planétaires. Donc pour vivre en anthropocène dignement, il faut une feuille de route. Cela exige de prendre le temps d'étudier la totalité de l'anthropocène pour mieux cibler les meilleures façons d'agir. Certains veulent tuer la notion d'anthropocène. Ils prétendent que ce serait une lubie de savants fous qui voudraient prendre le contrôle du système Terre avec de la géo-ingénierie. Et cette idée serait tellement dangereuse qu'elle ne mériterait même pas d'être discutée. Pourtant, l'anthropocène est un fait géologiquement constatable. L'ensemble de l'humanité est en train de modifier en profondeur les paramètres du système Terre. Le tout dans un tourbillon d'inégalités croissantes. Et que nous soyons, nous humains, devenus la principale force géologique à l'œuvre sur Terre, nous met face à nos responsabilités. Nous perturbons ou détruisons le vivant, comme les ressources en eau, la stabilité climatique, comme les sols qui nous nourrissent. C'est un fait, et c'est lié à l'économie de croissance. On peut la repeindre en vert ou en bleu, cela n'y changera rien. Il nous faut changer radicalement de comportement. Et il faut prendre l'anthropocène pour ce qu'il est, à savoir une enveloppe. Une enveloppe dans laquelle l'humanité peut mettre en commun ses attentes, ses espoirs, ses craintes et ses récits. Et c'est une enveloppe dans laquelle nous allons puiser nos connaissances pour nous battre. On peut prendre par exemple dans cette enveloppe la carte agriculture du futur. Ça peut être une agriculture à base d'agroécologie, où l'on sortira progressivement des intrants chimiques et où on sortira également le bétail des conditions concentrationnaires dans lesquelles il se trouve. Il y a une autre carte agriculture du futur dedans, c'est celle de l'économie comme elle existe aujourd'hui. Et celle-ci sera à base d'OGM. Ce sera une agriculture sans paysans, où les robots feront le travail des paysans ou des abeilles, et où les pesticides seront toujours plus volumineux et toujours plus toxiques.
Aujourd'hui en Occident, nous vivons dans un confort que personne avant nous dans l'histoire n'a jamais connu. Et c'est pour ça que nous restons inertes. Personne n'a envie de renoncer à ce confort pour entrer en lutte. Ce que nous dit l'Anthropocène, c'est que pourtant nous devons renoncer à certains des éléments qui font ce confort. Il faudra, à l'avenir, manger moins de viande, travailler moins, faire preuve de plus de solidarité, s'efforcer de brider les firmes dans leur accès aux ressources, afin de mieux les répartir. Il faudra se mesurer à l'Anthropocène pour faire en sorte qu'à l'horizon 2050, le plus possible de gens puissent vivre dignement. Seule une mobilisation citoyenne nous permettra d'obliger les États à prendre en compte non pas leurs seuls intérêts égoïstes, mais les intérêts de l'ensemble de l'humanité. Et ce n'est pas un choix, c'est une nécessité morale. Je vous remercie.